Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ficelle. L'équipe de France masculine à l'Eurobasket, c'est 29 phases finales, 6 médailles de bronze, 2 d'argent et 1 en or en 2013. Les Bleus comptent bien faire grandir ce palmarès le 18 septembre, jour des finales du tournoi 2022. Sont-ils favoris, outsiders? Quelles sont les clés ou les obstacles pour aller au bout? Toutes les réponses de la bande de Ficelle dans cet épisode. Fred, Vince et Ben, salut! Bonsoir. Bonsoir. Les 12 devraient être ceux annoncés, même si on attend l'officialisation de la liste. Allons du plus petit au plus grand. On va commencer donc par les meneurs. Sont normalement avec nous pour l'Euro Andrew Albici, Thomas Hurtel et Théo Malédon. Est-ce que c'était les bons meneurs à emmener à l'Euro? Fred, on va commencer par toi, si ça te va. C'était les seuls disponibles. Les blessures ont fait la sélection un petit peu et on refait la sélection, on va dire, avec Albici. Et c'est le cas Albici qui pose plus de problèmes, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop de l'extérieur dans quel état de forme il est. Il a fait toute la dernière semaine d'entraînement quand même avec l'équipe de France, donc c'est qu'il doit être remis maintenant. Il va falloir il doit avoir un rôle important, Andrew Albici, dans le système de Vincent Collet. Donc c'est déjà sur ce poste-là une grosse question avant l'Euro. Après, sur le reste, Thomas Hurtel, il n'y a pas de discussion. Et voilà, il manque Franck Nilikina, évidemment, qui aurait dû être le troisième larron à la place de Théo Maladon, je pense. Je crois qu'au JO, d'ailleurs, c'est Albici qui commençait. Et Pour puis là, on défendre. l'a vu sur les 2 derniers matchs de préparation avec Hurtel qui commençait. Alors, c'est pas sa faute personnellement, ou voilà, il y avait un 5 en entier, mais les débuts de match ont été chaotiques, pour ne pas dire plus. Donc, est-ce que Vincent Collet va vite se décider à mettre Andrew Albici pour démarrer, pour imprimer un tempo plus fort en défense? C'est une question légitime. Et sur les 5 premiers matchs du premier tour, ce serait étonnant que Hurtel commence les 5. Ok. Les autres? Je rejoins un peu Frédéric là-dessus. Après, c'est vrai que Andrew, voilà, c'est la pointe de l'épée vraiment en défense. Hein. C'est un meneur qui, pour moi, aurait dû intégrer le groupe France bien avant et durant la génération Parker, hein, vraiment en backup de Parker, parce que c'est ce qu'il a manqué à l'équipe de France pendant des années. Après, il y a la faculté aussi de faire jouer l'équipe, c'est-à-dire que le timing de passe en sortie d'écran pour les arrières et poste 3 sont dans les bons timings, chose qui n'a pas l'air d'être le cas avec Thomas Hurtel sur ce qu'on a vu sur les matchs de préparation. Et Thomas Hurtel qui joue un peu up-tempo et qui affiche un peu le visage des mauvais jours qu'il a affiché avec le Barça ou le Real de Madrid. Donc on est vraiment inquiet là parce que bon bah Vincent Collet est dans son schéma et respecte son schéma et sa hiérarchie, mais on sent que Nando De Colo était un catalyseur peut-être pour Thomas Hurtel et était un deuxième créateur et on sent vraiment l'absence de Nando De Colo. Donc à voir sur justement ce poste de meneur, savoir si Elio Kobo va pas basculer, lui qui a un combo, va pas basculer pour prendre la main justement aussi pour créer pour les autres, mais aussi pouvoir aussi en triple menace prendre les choses individuellement. Ça te fait 4 meneurs si Okobo il bascule. Ça fait beaucoup. On peut jouer les deux. On peut jouer les deux. À voir. Peut-être avec Andrew. Je sais pas ce que tu en penses aussi, Ben, et ton point de vue. Moi, je suis plutôt d'accord sur les 3 meneurs. Effectivement, je rejoins Fred, c'était, à peu près les seuls meneurs qui étaient disponibles, hein. Si on prend le fait que si, Franck Ntilikina était disponible, il aurait sûrement fortement été dans la liste des 12. En l'occurrence, Malédon a failli être écarté et au final, la pénurie de meneurs fait qu'il a été retenu, sachant qu'Albici revient aussi de blessure. Donc c'est vraiment un poste avec beaucoup de points d'interrogation. Et ensuite, comme Vince, j'aimerais beaucoup voir Elie Okobo mener et prendre un peu plus de galons à la création, vu que l'absence de Nando fait qu'on va beaucoup pêcher en fait dans ce secteur. Et j'ai pas non plus forcément envie de voir Evan prendre trop de responsabilités à la création. Quitte à avoir un des 3 meneurs qui joue moins, qui est presque benché une partie de la compétition. De toute façon, si on part du constat que Malédon est pris parce qu'il y a un doute sur Albici, doute physique, on peut se dire que Théo Malédon, il va être 11e, 12e homme de cette équipe. Et à l'Euro, 11e ou 12e homme,
tu sais très bien que tu vas jouer très peu. Dans les phases finales, le 12e homme, c'est jamais ou presque, sauf si Mmh. tu fais un blowout, quand même assez rare, dès que tu es sur des matchs éliminatoires. Et en poule, tu pas beaucoup de possibilités de faire jouer ton 12e homme, sauf si vraiment, pareil, tu as un match plus facile. Dans la poule de la France, un match plus facile cette année, j'en vois pas beaucoup. Ça va être rude. Okobo, on constate aussi qu'il a grimpé très rapidement dans la hiérarchie de Collet. Voilà. Tilikina, bon, lui, on est encore, voilà, voilà, il a été façonné par Collet avant d'être envoyé en NBA. Et donc, forcément, il est dans ses plans, mais j'avais espoir que Malédon prenne le dessus dans la hiérarchie sur Tilikina et qu'il soit reconnu pour son intelligence de jeu, sa capacité à mettre un pied devant l'autre, parce que Tilikina, se pose des questions parfois aussi hein, voilà, sur ses capacités à attaquer le cercle et à créer pour les autres. Moi, je pense que pour Collet, il y a pas de débat. Si Franck Nilikina, il est dispo, c'est le premier nom qui push au poste de meneur. Ouais. Je pense qu'il y a pas de actuellement, sur les dernières, par rapport aux dernières campagnes de l'équipe de France, par rapport à voilà, à la relation qu'ils ont, tous les 2, il y a pas photo à mon avis. Sur la prépa et sur les matchs de qualif pour la Coupe du Monde, j'ai noté notamment 22 pertes de balles contre l'Italie, 27 pertes de balles contre la Bosnie dans le dernier match et 13 dans la République tchèque avant que le match on a la démonstration. Est-ce que c'est seulement dû au meneur, problème de perte de balles? Est-ce que c'est principalement dû au meneur, je dirais, parce que c'est forcément pas que dû à ça, mais Moi, je trouve que c'est un problème de cohésion et de rythme. J'ai l'impression que Hurtel veut jouer up tempo en 8 secondes. Il veut forcer un peu le talent individuel de chacun, mais il y a un manque de cohésion, il y a un manque de maillage. Et j'ai l'impression que on se précipite et qu'on n'a pas encore les bons automatismes. Voilà, en attaque, quoi. Et on perd des ballons, on perd beaucoup de ballons bêtement, je trouve. Voilà. Et on Ce a que vous quand en même pensez. assez de mal à mettre le ballon à l'intérieur. Je pense que l'absence de Mustapha Fall sur blessure n'a pas non plus aidé. C'est à peu près le seul pivot qu'on a qui est capable de jouer dos au panier. Donc c'est un point de fixation qu'on a en moins un peu pour poser le jeu. Et je pense que son retour, normalement, devrait faire le plus grand bien et j'espère permettra aussi un petit peu de pouvoir calmer un peu le jeu parce que Vincent Collet, il n'est pas non plus connu pour avoir des systèmes qui favorisent un jeu up tempo. Et donc, dans ce cas-là, en calmant le jeu, on devrait pouvoir éviter des pertes de balles, j'espère. et ça peut faciliter un peu le travail des meneurs qui, quand ils n'ont pas de solution, tu donnes aux grands et voilà. Passons du coup aux arrières et aux ailiers. On a Evan Fournier, Timothée Leroux-Cabarro, Eli Okobo et Terry Tarpey, qui est annoncé dans le groupe puisque Cordigny n'a pas été pris. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, immense surprise, pas sur ce qu'il a montré, mais Terry Tarpey, quand même habitué du championnat de France depuis un moment, si tu m'avais dit il y a 4-5 ans, Ouais. euh, Terry Tarpey, l'Euro 2022, il y sera. Mm, 2021, 2022, comme tu veux. Je t'aurais pas misé grand-chose dessus. Et force est de constater que voilà, il y a une fraîcheur qu'apporte Tarpey que n'apportent pas les autres. C'est voilà, pour l'avoir vu de visu à Bercy et pas au travers d'un écran de télé sur les autres rencontres, c'était ouais, c'est assez impressionnant dans l'engagement, dans le voilà, le fait de il y a pas de comment dire, il y a pas il s'arrête pas quoi, on y va à fond, 100%, quel que soit le temps de jeu, qu'il joue 5 minutes ou 3 heures, il va être à fond. Et c'était vraiment plaisant, vraiment, donc sélection amplement méritée. Et c'est vrai que du coup, ça sort un peu Isaiah Cordigné du jeu et par ricochet avec les postes 1. Donc c'est un peu dommage, je trouve, pour Isaiah mm. Cordigné qui a quand même eu de très bons passages avec les Bleus lors des fenêtres notamment. Voilà, il a toujours été là et c'est le jeu de la sélection malheureusement. Mais Terry Tarpey, on pourrait se dire que tous les joueurs devraient jouer comme lui à fond, mais ceux qui jouent pas au basket ne savent peut-être pas que ça fait partie ou pas des qualités d'un joueur d'être à fond comme ça tout le temps. Et ça correspond à son jeu aussi, et c'est ce qui est recherché dans son profil. Ça sera un role player, ça ne sera pas un joueur majeur de l'effectif. Et mon avis, c'est que c'était important de le prendre.
Je l'ai aussi vu à Bercy. C'est vrai que ça a été assez impressionnant. Ouais, c'est complètement ça. Pour moi, c'est même pas forcément une surprise qu'il soit pris. Il a un peu joué pendant les fenêtres internationales, il me semble, mais il n'était pas forcément prédestiné au début à faire partie de cette liste. Mais pour moi, c'est tout simplement, un remis enfin, c'est pour moi Charles Cahudy 2.0 et on sait que Charles Cahudy, il a quand même fait plusieurs campagnes, internationales avec l'équipe de France et que Vincent Collet est séduit par les profils comme ça au niveau du poste 3 potentiellement qui peut filer un coup de main à l'occasion au poste 4 et qui sont vraiment des soldats qui vont, prendre des rebonds offensifs, gratter des interceptions et donc pour moi, c'est pas forcément une surprise qui figure parmi les 12. Et mettre Je sais des pas tirs de qui temps à disent. autre. Oui, Bien bah, vu, bien sûr Ben. aussi. Bien vu, Ben, pour le Charles Cahudy 2.0. C'est vrai que il joue avec la tête et avec le cœur. Il joue crânement sa chance sur tous les coups possibles. Très bon sans ballon. Et puis, voilà, c'est un chien de la casse en défense. Ça, on l'avait déjà vu en Betclic. Il peut défendre sur n'importe quel porteur de balle, exercer une pression. Et c'est vrai que ça peut être un bon complément, surtout si Albici se claque au bout du deuxième ou troisième match. Ça peut être vraiment un apport défensif très important, puis très intelligent en jeu sans ballon. Et on attendait TLC là-dessus. Et finalement, ouais, il a grimpé très rapidement dans les hiérarchies aussi, quoi. Je sais pas qui disait role player tout à l'heure, mais c'est presque plus que ça parce que je pense qu'il va avoir un temps de jeu, Ah oui. ouais, important, pas Après, conséquent, mais important, quoi. un role player peut jouer 30 minutes, Ouais, hein, tu vois. ouais, mais ouais, Mhm. ça va pas être, effectivement, le plus important, mais Il peut-être aura du temps de qu'un jeu, quart ouais. d'heure, 20 minutes, ouais, Mhm. s'il peut tourner à ça pendant l'Euro et il en aura peut-être besoin. On parlait de perte de balle tout à l'heure. Parlons d'Evan Fournier qui a fait 8 pertes de balles en 2 matchs, avec 6 pertes de balles notamment contre la Bosnie. Alors c'est aussi parce qu'il a énormément de ballons à jouer. Mais voilà, Evan Fournier fait partie de ces arrières ailiers de l'effectif. Il s'est remis en route. Il s'est vraiment remis en route fin du deuxième quart contre la Bosnie. Mais faut voir aussi que sur la préparation, il y avait les pertes de balles, mais il y avait aussi une maladresse à 3 points, à 2 points, enfin à mi-distance sur ses tirs. Et là, il s'est remis en route et ça, c'est rassurant. Parce qu'on sentait qu'il était dans le dur et bon, il s'est repris contre la Bosnie, mais on sent que c'est les pertes de balles qu'il fait, c'est sur des problèmes sur des problèmes avec ses coéquipiers pour les trouver. Hein. Sinon, ouais, c'est encore les mécanismes offensifs qui posent problème, hein, je pense. Hein. On n'est pas au point là-dessus. Ouais et comparé aux JO l'année dernière, il y avait un grand Nando qui permettait de le soulager vraiment et de l'épauler, que ce Mhm. soit au scoring, mais surtout à la création. Mhm. Là, au vu des difficultés qu'on a sur le poste de meneur, j'ai un peu peur que Evan, heu, soit trop dans du, hero ball, porte le Mhm. ballon et malheureusement, je l'ai trouvé pas assez tranchant et pas assez agressif vers le cercle sur ses matchs de prépa, alors qu'il avait tendance à le faire l'année dernière aux JO et pour moi, sa grande qualité justement, c'est pas forcément d'être dans le tir extérieur, mais de pouvoir impacter les défenses, créer des décalages et aller sur la ligne des lancers francs comme il a très bien su le faire l'année dernière. Et ça, on l'a pas encore vu faire malheureusement et j'ai un peu peur de ça justement. Et Il est tu vois, dans tu une parles des JO, configuration. Il, pardon, tu parles des JO, il prenait quand même la moitié de ses tirs à 3 points aux JO, donc c'est quand même aussi un voilà, il peut shooter, il faut qu'il shoote parce que c'est quand même lui le danger numéro 1 théoriquement de cette équipe de France, donc il a besoin, je sais plus combien de tirs il prend en Bosnie, mais je crois qu'il est au-dessus de 20, peut-être à 22 ou quelque chose comme ça. Il faut peut-être trouver effectivement une alternative, surtout à Evan Fournier, parce que c'est surtout ça. Je pense qu'à la fin, il prend des tirs, voilà, parce que il faut revenir et que c'est lui le leader de cette équipe au scoring. Donc c'est aussi lui qui prend cette responsabilité-là. Il est à 7 sur 19 contre la Bosnie en tout. Il est à 6 sur 13 derrière l'arc. Donc, Ouais, tu vois, c'est pas choquant. il a pris une majorité Ça, de 3 points. Mais comme on disait tout à l'heure, les role players, il y a aussi des joueurs qui sont là pour prendre tous les shoots. Et même s'ils ne sont pas en réussite, il faut prendre du tir pour créer du danger. Et lui, après, c'est plus son rôle. après, il y a sa saison en X aussi, où ça a été le troisième meilleur tireur à 3 points de la ligue. C'est vraiment spécialisé dans ce domaine. Il a battu Et le là, record de la on le franchise. retrouve. On le retrouve et il est encore en mode Knicks. Il n'est pas dans une configuration
FIBA où il peut performer aussi en attaquant le cercle. Et ça, ouais, c'est vrai que voilà, il se sent, il va moins au cercle, quoi. Et c'est vrai que au bout d'un moment, il risque d'arroser, d'avoir une panne sèche d'adresse, quoi. Et c'est là où justement je pense que l'associé peut-être, j'aurais aimé tester un 5 de départ avec Eli Okobo à la main et Evan Fournier à l'arrière pour voir comment les 2 pouvaient coexister. Parce que pour moi, Eli Okobo est devenu un meilleur créateur et un meilleur créateur de décalage aussi pour les autres que Thomas Hurtel, et en ce sens, j'aurais aimé voir l'association des 2 pour voir si ça pouvait marcher. On a vu Clairement. que Fournier, Hurtel, c'était pas non plus flamboyant, donc ça aurait été pas mal de pouvoir tester autre chose. Je te demande à voir quand même sur le niveau FIBA d'un Eurobasket. Parce que Okobo, que j'aime beaucoup par ailleurs, est revenu cette année en Europe. OK, en Euroleague, il a été très fort, Ouais. mais là, on est encore sur le niveau supérieur où Hurtel, il a déjà montré que il savait faire et que c'est un meilleur passeur quand même que Okobo pour l'instant sur sa carrière. Donc, je sais pas si voilà, Elie en 1, lui qui aime un peu qui est vraiment la lisière, je trouve, de meneur et arrière, ça collerait complètement en bleu. Le choix va être dur pour Collet, hein, surtout avec la phase de poule qu'on a, il va vraiment pas falloir se rater. Il faut défendre aussi, parce qu'on parle de l'attaque, mais il faut défendre. Et oui. Si tu... Ouais, Vas-y, Hurtel, dis-le. il n'est pas reconnu comme être le plus grand défenseur déjà. Okobo, je trouve qu'il a montré une meilleure figure en défense contre la Bosnie. Quand on voit Hurtel on a l'impression qu'il y a eu un claquage à un moment sur une contre-attaque des Bosniens, pardon. Euh, et après, il a continué de jouer Pépos, quoi. Donc ouais, voilà, faut pas faire semblant au bout d'un moment qu'on représente le pays, quoi. Et on a l'impression que là où il est intouchable et ça serait bien qu'on le bouge un peu, quoi. Après, ça a toujours été son style de jeu à Hurtel. Son body language, et ça a toujours été ça. Bon. Moi, je pense qu'il est fait pour le championnat espagnol parce que bon, offensivement, il est très up tempo, il aime quand il y a du rythme et tout ça, mais et là, ça convient pas, quoi. Ça convient pas. Et puis, ça convient pas au système Collet, quoi, qui, voilà, il aime bien poser sur 24 secondes. C'est nos antipodes, quoi. Ben, tu parlais des groupes. Si vous me le permettez, je vais rappeler un peu le groupe de la France. On a la Bosnie-Herzégovine, justement, dans notre groupe. On a la Lituanie, la Slovénie, l'Allemagne et la Hongrie. Donc, dès la phase de poule, on va être Bonne chance. amené à jouer de bonnes équipes, n'est-il pas? Ce seront les 4 meilleures équipes de chaque groupe qui seront qualifiées pour les huitièmes de finale. Et les qualifiés du groupe B, donc celui de la France, joueront. Les qualifiés du groupe A en huitième, parmi lesquels l'Espagne, la Géorgie, la Turquie, le Monténégro, la Belgique et la Bulgarie. Voilà, on va croiser ces adversaires-là au tour suivant. Déjà, il On faut se passer la qualifie. poule. Voilà. Ouais, Déjà, il faut sortir. Il faut être dans les 4 premiers. On va pas dire qu'on n'y croit pas, parce que c'est pas vrai, mais c'est déjà bien, bien costaud. Tu joues l'Allemagne en premier, parce que ça compte aussi l'Allemagne à Cologne, chez elle. L'Allemagne qui nous avait éliminés en 2017 en huitième d'un triste euro. Derrière, tu joues la Lituanie, donc bien, bien sale aussi. Et c'est ensuite Hongrie et Bosnie, avant de jouer les Slovènes qui n'ont pas du tout un compte à régler avec l'équipe de France. Absolument pas. Et tout ça en 6 jours. Hein. Et tout ça en 6 jours, ouais. Donc c'est quand même sacrément copieux, sacrément épais, et tu fais, si ça veut pas, tu peux avoir une sacrée mauvaise surprise, quand même. Je pense qu'on va se qualifier, mais je pense qu'on va pas rigoler. Non, ça ne m'étonnerait pas qu'on ne soit pas premier de ce groupe, bien au contraire, ce qui pourrait ne pas être une mauvaise chose. On va dire que le groupe A est quand même relativement abordable. Quand on voit le roster de l'Espagne, même s'ils seront encore au rendez-vous, la Ça restera Turquie qui l'Espagne. peut Hein. être un peu en dilettante, il y a moyen de faire quelque chose quand même en croisant avec le groupe A, même si on n'est pas premier du groupe. Ouais, mais si tu pas premier, c'est le quart qui deviendrait
effectivement un énorme défi, puisqu'en quart, a priori, si tu regardes les autres groupes, donc les groupes C et D qui sont de l'autre côté du tableau pour l'instant, bah, tu as La la Grèce, Grèce d'un l'Italie, la côté et Croatie, la Grèce et Serbie la qui sont les favoris Serbie. des deux groupes. Ouais. Donc voilà, si jamais ça va sourire jusque-là, même si tu pas premier de la poule, c'est le quart qui serait une sacrée montagne. Mais on va loin et moi je te dis, la poule déjà, la poule me fait peur, ouais. Il faut être dans les 4 premiers. Faut pas, tu vois, si c'était les deux, ça aurait été quelque chose. Ouais, mais bon, France-Allemagne, premier On n'est pas à jour, l'abri d'une mauvaise tu peux surprise, ouais, bien sûr. tourner. La Lituanie, qui est dans les outsiders, la même. Et derrière, tu peux te retrouver avec un. Bon, la Hongrie, je pense que ça va aller, même si tu sais très Quoique. bien que comme lors des qualifs pour le mondial, tu peux te retrouver dans un traquenard et si tu fais un début de match comme ils ont fait récemment les Bleus, bah, tu vas galérer. Et après, le France-Bosnie qui. On a vu, bon, ils étaient en Bosnie, ils avaient un soutien très fort et voilà, il y avait un supplément d'âme évident pour eux à la maison, mais ils vont se dire, bah, on les a tapés il y a 5 jours quand même, à peu près. C'est quand France-Bosnie le 6. On les a Ouais. tapés il y a 10 jours Mhm. On a un compte à régler avec eux maintenant et je pense que aussi. Gobert aussi, il doit avoir un compte à régler avec Nurkic Et Vincent Poirier a un compte à et régler avec Vincent Poirier Nurkic. surtout, oui. Ouais, c'est ça. Ah, mais il est venu défendre Vincent Poirier aussi. Ah, Oui, mais il prend le Ouais. poster, complètement. mais il Mais est il faut y revenu aller, défendre quand il fait l'effort. bien Après, sûr. Nurkic fait un truc, oui, il lui met dans la poire, mais bon, Ouais, ça pas trop arrive et sympathique. ça compte 2 points, de toute façon. Il le met dans la poire. T'as bien dit, Fred, ouais. Ah, je l'avais pas Ouais, relevé, bien joué. Magnifique. ouais, même pas fait exprès. Ah, bien joué Ben, du coup. Et du coup, pour sortir de cette phase de poule, on pourra peut-être compter sur notre secteur intérieur, qui sera composé d'Amath Mbaye, de Gershon Yabusele, de Vincent Poirier, de Mustapha Fall et de Rudy Gobert. Bah, Est-ce que c'était le bon choix? le retour de Fall, c'est le bon choix. C'est le choix qui rouvre des possibilités, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, poste bas. Parce que on a vu en Bosnie, Gobert, servi poste bas, il n'est pas arrivé à bouger Nurkic, et on n'est pas arrivé non plus, surtout, à le servir autrement. Parce que Gobert, on sait de toute façon que son jeu de haut panier, c'est pas sa force, que tu dois le servir en mouvement et face au cercle, et on n'y est jamais, jamais arrivé. Ou au-dessus, enfin voilà, en alley-oop, on n'y est jamais arrivé. Donc, soit on arrive à retrouver ce jeu-là et de donner à Rudy Gobert des ballons qu'il peut faire fructifier plus proprement que de haut cercle, soit il va falloir souvent alterner avec Fall et trouver d'autres solutions. Ou jouer à 2 intérieurs comme, enfin 2 intérieurs, 2 grands, comme, il l'avait fait au JO, Vincent Collet, mais c'était plus, Poirier, Gobert dans mon souvenir, Ouais. un peu lointain, je m'en souviens pas exactement, mais, on avait joué avec 2 grands, peut-être que là encore, cette solution va s'imposer. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment, sur le papier, en tout cas, la raquette qui est notre gros point fort et on aurait tort de se priver de ne pas jouer à l'intérieur. Donc il faut absolument, pouvoir mettre le ballon dessous vu qu'en l'absence de Nando De Colo sur le secteur extérieur, à part Evan Fournier qui va être, le leader offensif, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment le moment ou jamais pour jouer et en plus, je veux dire, on a les armes, hein, on a toutes les qualités qu'il faut, pour dominer, dans le secteur intérieur avec, le jeu au poste de Mustapha Fall, la puissance et la dissuasion de Rudy Gobert, la qualité technique et les bonnes mains de Vincent Poirier. La puissance également et le tir même périphérique maintenant de Yabusele, donc il y a plus qu'à et j'ai vraiment très, très hâte de voir la confrontation avec le duo d'intérieur, lituanien, Mhm. Sabonis-Valanciunas qui va valoir vraiment son pesant d'or. En fait, tu as On a un l'impression bel que euro quand même, hein. les pièces sont là, mais que pour l'instant, on n'a pas trouvé le comment les emboîter. Ouais. Assemblage. Ouais, voilà, tu es sur le puzzle là et puis, tu as fait un peu les coins, mais vraiment au centre, tu trouves pas la bonne pièce. C'est un peu ça l'idée qu'on voit de cette prépa. Après, c'est tous les matchs de prépa, même si tu en as 2 qui étaient les matchs finalement de qualif. Bon, il y avait tellement il y avait de l'avance, donc on n'était pas non plus, en panique sur ces 2 matchs de qualif. Heu, Tu as l'impression vraiment que de toute façon, ça peut changer, quoi. Tu sais très bien qu'entre la prépa et un championnat,
Il y a toujours des différences évidentes dans les équipes. Donc voilà, pas d'inquiétude pour l'instant, mais dès le premier match, tu pourras tirer des conclusions, quoi. Et Moi, dès le premier match, ce que j'attends de voir, c'est si Rudy Gobert a de l'orgueil après le match contre la Bosnie, parce que bon, il s'est fait un peu marcher dessus par Nurkic et voilà, j'espère qu'il va pouvoir rebondir, parce que c'est vrai il s'est fait bouger, quoi. Donc il a un certain statut, je pense voilà, à devoir à justifier on attend beaucoup de lui, quoi. On attend beaucoup de lui. Donc j'espère qu'il va rebondir face à l'Allemagne déjà et qu'on aura un grand Gobert sur les premiers matchs, quoi. Qu'on va le retrouver. j'espère qu'on va aussi beaucoup mieux débuter les matchs. On a pu montrer qu'on avait une belle capacité de réaction. Maintenant, comme dit Fred, c'était des matchs de qualif. À voir sur une compétition comme l'Euro, avec un niveau très relevé cette année, si en débutant encore et en étant à -10, voire -15 dans le premier quart-temps, si on aura la capacité de se relever face à des équipes qui auront forcément un niveau plus important que ce qu'on a affronté pendant les matchs de prépa. Parce que la manière dont on est remonté face à la Bosnie, la série qu'on a faite a été très impressionnante, hein. On ne pouvait pas l'arrêter. Mais après, derrière, on n'est pas allé au bout. On aurait dû vraiment tuer le match, quoi. En revenant de la mi-temps, on, on commence bien en plus les 2 premières minutes. Et puis après, derrière, extinction totale. 5 Ah, mais points, 5 5 points, points c'est on a mis improbable. 5 dans le points, c'est troisième quart-temps. improbable. 5 points, et je crois que c'est dans les 2 premières minutes qu'on les met, hein. Ouais, c'est au début, ouais. C'est au tout début, hein. On commence bien, et puis après, extinction. Donc, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. De toute façon, tu sais que tu n'auras pas le droit de faire ça à l'Euro. C'est Déjà, c'est sûr. sûr, tu fais ça à l'Euro, le match est perdu. Bah, comme en Bosnie, même si finalement tu passes pas loin d'arracher le coup en prolongation. Mais voilà, c'est ça qui est inquiétant, c'est que tu as l'impression que cette préparation n'a pas servi à trouver la constance nécessaire à espérer voilà, une médaille, parce que c'est l'objectif des Français quand même sur cet Euro après l'argent au JO l'an dernier. Donc c'est ça qui fait qu'il y a un doute et que favori, non, pas de favori de cet Euro. Clairement, il y a d'autres équipes qui auront beaucoup plus montré sur le début d'été, enfin sur le mois d'août, là, en arrivant sur ce championnat d'Europe. Est-ce que c'est une question de leadership? Parce que là, à l'Euro, on n'aura ni Nicolas Batum, ni Nando De Colo. Fournier, pour expliquer les mauvais débuts de match, disait après le match contre la Bosnie, par moment, on trouve une forme d'équilibre, d'intensité et de cohésion. Pour être honnête, on n'a pas encore ça avec le 5 majeur. C'est une question de responsabilité individuelle. Ce n'est pas le coach, les arbitres. Cela dépend que de nous. Il faut qu'on règle ça. Evan Fournier parle en tant que leader de l'équipe de France, puisque c'est lui le capitaine actuellement. Est-ce que vous pointez un problème de réussite? On parlera de jeu après. Est-ce que vous pointez un problème de réussite? C'est un problème de cohésion, parce que déjà, de leadership. ouais, je pense que c'est un problème de cohésion. Il le dit indirectement, au final, c'est un problème individuel. Mhm. Donc, je pense que voilà, je pense que ça a du mal à. Je pense que, moi, honnêtement, hein, je pense qu'il y a un problème entre lui et Hurtel. Mais bon, ça, c'est que mon point de vue. Ça appartient qu'à moi, mais je pense qu'ils voilà, ils n'arrivent pas à. Je dis pas humainement, hein, mais sur le terrain, ils n'arrivent pas à matcher, quoi. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je perçois. Après, voilà, après, on n'est pas au sein du groupe, hein, donc on peut qu'interpréter aussi de l'extérieur, hein. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais Enfin, le leadership d'Evan Fournier, il est assez naturel, globalement. Enfin, il y a pas de. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de débats sur ça, au moins vocal. Après, c'est sûr que quand tu as Nando De Colo et Nicolas Batum dans l'équipe, tu as le leadership de l'expérience et de la légitimité, de la longévité que Fournier, Gobert commencent à avoir aussi, mais c'est évidemment pas le même que les deux autres. Et quels sont les plus expérimentés dans cette équipe? Gobert et Fournier, on est d'accord par rapport à l'équipe de France.
Donc, moi, à la fois, ils sont à la fois leaders vocaux, à la fois leaders d'expérience. Tu vois, il n'y a pas ce ce sont les mêmes. Il n'y a pas ce va-et-vient qu'il peut y avoir quand tu avais un Boris Dio, quand tu avais donc Nicolas Batum ou De Colo, Bah, d'avoir des leaders simplement d'expérience à côté. ouais, mais après, enfin, on parlait d'expérience. Hurtel il était intégré en 2014. Fournier, il a été intégré après 2016. D'ailleurs, il n'était pas là au Jeu de Rio, il me semble. Donc, il y a Hurtel qui est là aussi depuis plus longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, justement, de hiérarchie au sein du système Collet? C'est la question que je me pose. Est-ce que, T'as raison, Hurtel est là depuis 2014. Il y a depuis plus longtemps, mais l'année dernière, c'était. Alors peut-être que je vais dire des bêtises, vous me reprendrez. Il me semble que c'était Nando et Fournier, le backcourt, Ouais, et ouais. Hurtel en rotation, non? Mhm. Ouais, c'était Nando le premier meneur. Ouais. donc Donc pour Nando, moi, ouais, un poste Hurtel meneur. ne devrait pas légitimer soit un statut de capitaine, ni d'avoir un leadership plus important. Evan Fournier fait partie des leaders, comme disait Fred, naturels d'un point de vue statistique, effectivement, puisque ça a l'air d'être un meneur d'hommes. Il aime beaucoup s'exprimer dans la presse. Gobert, c'est forcément un leader, le capitaine de la défense, on peut dire. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément un problème de leadership ni de capitaine, mais peut-être de complémentarité. Effectivement, on en revient toujours à la création, mais Nando est un formidable créateur et je pense que Evan Fournier, il a besoin d'évoluer avec un créateur à côté de lui. Nando n'est pas forcément le meilleur défenseur. Thomas Hurtel, peut-être encore moins, mais Hurtel, il faut quand même le dire, il est quand même sur une pente descendante ces 2 dernières saisons. Il a quand même réussi à se faire mettre à l'écart quand même de 2 clubs très importants de l'Euroleague. Donc il est peut-être un peu sur le déclin. Je le vois finir dans un club comme Valence ou Malaga. Je le vois rester en Espagne, mais ouais, pour l'instant, il n'y a pas de club. Il y a eu aussi cette histoire de signature à Saint-Pétersbourg, justement. Enfin, il est un peu dans l'inconnu. Ça va pas être simple pour lui aussi de gérer ça. Mais c'est sûr que je te rejoins aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce poste de créateur et de voir peut-être essayer au Kobo avec Fournier, quoi, sur la ligne arrière. Je pense que ça peut marcher. Après, pour Hurtel, je me permets d'en revenir à Hurtel. Dans les grandes compétitions, on l'a vu quand même se sublimer. À l'Euro, il a été important à des moments. Dans les grandes compétitions, il ne faut pas oublier ce qu'Hurtel a apporté à l'équipe de France. Hormis 2017. Il est Vous capable de parliez, mettre de gros shoots, ça eh ouais, ben oui, c'est sûr. notamment, vous parliez de jeu offensif, vous parliez de complémentarité. On va du coup parler de jeu. Comment vous trouvez le jeu offensif de l'équipe de France ces derniers temps? Chaque année. Prévisible? Pas tip top. Mhm. Non, mais on est plus... Saccadé, pas en ordre de marche. évidemment, tu es plus prévisible. S'il faut prendre le tir, qui va le prendre? Ah, c'est Evan. Evan, hein. Voilà. Allez, option 2, il y a Bouzélé, peut-être, je sais pas. Tu vois, mais ça, TLC, Luau Cabarro est très bon, tu vois, oui, mais tu vas pas pour le. S'il scorer. faut prendre le tir pour la gagne, il n'est Mhm. pas la première option, très clairement. Ou alors, il faut qu'en face, tu identifies une faiblesse nette et précise pendant la rencontre. Mhm. L'an dernier, tu faisais qui prend le tir pour la gagne? Evan. Ah oui, mais ça peut être Nando aussi. Il y a Nico dans le coin, on ne sait pas. Voilà, c'était un peu plus évident de brouiller les pistes. Là, tu vois en Bosnie d'ailleurs, où Fournier est contré dans la fin de match. Je ne sais plus à quel moment il y a eu tellement de fin de match dans ce match-là. Mais il est contré parce qu'il a le ballon, il veut forcer le tir à 3 points parce qu'il sent la responsabilité de prendre ce tir à ce moment-là. Et il est contré parce qu'il n'y a pas une autre solution évidente, peut-être aussi, ou que le choix, c'est Evan et on vit et on meurt avec lui. Mais le ballon Alors, ne circule pas de toute façon, c'est que des individualités. Même Yabusele, il a brillé par des individualités. Euh, et bon, on est content de l'avoir quand même. Hein. Euh, mais voilà, mais c'était que des enchaînements d'individualités. Il n'y a pas eu 3 passes sur les actions. Quoi. Sur la fin en Bosnie, tu veux dire? Ouais, mais même sur ce Ouais, qu'on a vu, c'est pas riche. Quoi. C'est pas riche. Le ballon, il vit pas. Le ballon ne vit pas. J'ai vu une bonne relation Yabusele-Gobert sur des séquences, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un jeu de passe flamboyant où on implique tout le monde. Ouais. non. Oui, puis c'est pas, C'est vrai c'est que, pas ouais. automatique, c'est pas automatisé encore. Il Ouais. n'y a pas d'automatisme. Mm. Après, bon, on va voir si Mustapha Fall
vient et puis revient et nous propose des relations post 4-5 comme on avait vu un peu, il me semble, au JO. C'était intéressant par séquence. Voilà, en espérant, mais on sent quand même qu'il y a, voilà, qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes d'individus, d'intégration et des joueurs qui sont isolés. Et on ne peut pas construire un collectif et assembler un collectif si ces problèmes-là ne sont pas réglés, quoi. Je pense qu'une des clés, ça va vraiment être l'alternance inter-exter. Il faut absolument qu'on arrive à mettre le ballon dessous, sinon ça va être trop compliqué. On va se retrouver avec des possessions statiques où Hurtel va remonter le ballon, on va pas trop savoir quoi faire et le ballon va revenir à Evan qui va devoir essayer de trouver une solution par lui-même. Je reviens Fred, hein, l'année dernière, on avait Nando qui pouvait également scorer. Nico Batum également, qui est devenu un très très bon 3&D et pas que, c'était notre glue guy. TLC malheureusement n'a pas montré grand-chose sur les matchs de prépa, donc c'est compliqué de lui attribuer le même rôle que Nico Batum. Terry Tarpey, il n'est pas là non plus pour mettre des points et qui pour remplacer le scoring et la création de décalage de Nando. Alors est-ce que ce sera Eli Okobo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même moins d'options offensives malheureusement que l'an passé, à part si on arrive à mettre vraiment le ballon à l'intérieur pour Yabou Sele, Gobert ou Mustapha Fall. La bonne Peut-être nouvelle, un c'est que l'an prochain, tu auras un 5 avec que des mecs qui peuvent prendre le dernier tir. Nando, Nico, Evan et Joël. Et puis ça, ce sera Ouais. bien. Voilà. Avec Joël, on sera pas roulé dessus par la Grèce déjà, et par Antetokounmpo déjà. Parce que là, à C'est mon pas avis, dit, hein. il va nous servir des sprites pendant tout le tournoi. Mais ouais, non, c'est sûr que moi je pense qu'il y a un problème aussi on arrive à une période où un carrefour des générations entre celles de Nando, de Batum qui vont tenir jusqu'en 2024. Evan et Rudy qui vont aussi derrière faire peut-être 2 ans de plus derrière 2024. Mais après, quoi? Après, qu'est-ce qu'on a? Et est-ce que Collet prépare justement le cycle d'après? Quand on voit que TLC n'arrive pas forcément à s'intégrer, Okobo aussi, il a réussi à monter dans la hiérarchie, mais il n'y a pas assez de nouvelles générations, je trouve, et voilà, on n'intègre pas assez. Il y a Malédon qui fait partie de l'effectif et qui pourrait avoir une vraie place. Et puis dans les années qui viennent, on voit sur les séquences où les joueurs Les NBA fenêtres, Euroleague sont pas là, il y a quand même des jeunes qui viennent. Malédon, Puis il y avait- Tilikina est devant. Tilikina est devant Malédon. Et même si c'est absurde, Il est un peu c'est la jeune, réalité. il est un peu Même jeune, si Franck Ntilikina, il est jeune. même Malédon, c'est la même génération, c'est la même année, je crois. Ouais. Sauf que Il y a Malédon, Kylian Hayes, il a. dont on parle pas Ouais, il y a beaucoup. Kylian parce que, Hayes, voilà. s'il te plaît. Il y a Sylvain Francisco aussi. Puis il reste Parce que- Cordigné et même JT qui n'ont pas été sélectionnés, mais qui font partie, qui jouent en fenêtre internationale aussi. Mais quand tu as une année où tu as des absents comme Batum comment dire, Nando, tu prépares la suite aussi, quoi, justement, parce qu'ils sont pas là. Donc, faut anticiper aussi quand ils seront plus là du tout. Donc, Pour revenir sur le jeu offensif, on va faire un dernier mot là-dessus. Est-ce qu'il y a certains systèmes qui aussi n'ont pas été montrés, parce que c'est les matchs de prépa, donc on ne montre pas toutes nos armes. Est-ce que finalement, à l'Euro, on va pas être surpris par la qualité du jeu offensif des Bleus? Il y avait des matchs éliminatoires, des matchs qui comptent. Ouais. Donc je pense qu'on pouvait pas se cacher sur ces matchs. En Bosnie, tu pouvais pas te cacher, par exemple. Mhm. Autant la République tchèque, tu as mis 20 minutes à te démarrer, mais physiquement, et derrière les Tchèques, ils ont craqué. En Bosnie, si tu avais quelque chose à montrer, fallait le montrer là, fallait gagner le match. Parce que tu gagnais le match, la qualif pour le mondial, elle était à 95% dans la poche. Là, c'est pas éloigné parce qu'on est quand Elle même a largement 75, devant. quoi. Voilà. Tu as encore 1 ou 2 matchs à assurer derrière sur des fenêtres où tu n'auras pas, Fournier, tu n'auras pas Gobert. Enfin voilà, tu auras à nouveau l'équipe en mode fenêtre saison. Donc, je pense pas qu'on ait triché. Je pense qu'on peut encore travailler des trucs, évidemment, mais je pense pas qu'on ait caché beaucoup de choses.
c'était peut-être un mal pour un bien, cette défaite, aussi, un traquenard. On a beaucoup utilisé le mot de traquenard. Mmh. Ça va permettre de effectivement faire, peut-être retomber certains égos, avoir peut-être un peu moins de confiance, se remettre à travailler et puis, on l'a pas forcément dit, mais bon, la Bosnie est dans un contexte quand même était dans un contexte assez compliqué. Ils étaient vraiment pas sûrs de faire, l'Euro dû à des problèmes, financiers. 2 ou 3 jours avant, ils s'étaient fait taper lors du premier match de 30 points, je crois, face à une équipe, très accessible pour eux. Ils s'étaient fait démonter dans la presse, locale, donc ils avaient aussi à cœur de se racheter. Ils ont montré ce supplément d'âme, et Mmh. je pense que ça nous a aussi beaucoup surpris. C'est la victoire de tout un pays, et puis bon, avec un arbitrage aussi favorable sur certaines actions. Hein. Bon, c'était Qui a pas bien plu aussi. à Evan Fournier, l'arbitrage. Ouais, bah après, c'était moins flagrant qu'en Italie. Hein. En Italie, c'était comme comédien dell'arte, hein. C'était vraiment magnifique. Mais ouais, ouais, il y a quand même des positions qui sont dures, notamment sur Andrew qui rentre, il se fait siffler 3 fautes Mmh. en 4 minutes, dont 2 inexistantes. Mais voilà, mais après, c'est le momentum, c'est les conditions qui font que bah, l'arbitre siffle plus d'un côté que de l'autre. Ça a toujours été comme ça. Mais, euh, mais bon, voilà, espérons que nous, on arrivera à faire vivre le ballon. C'est faire vivre le ballon, le faire tourner. Voilà. Faire plus de passes que de dribbles, ça serait bien. La Bosnie Messieurs, avait pris une piqûre au Monténégro, juste pour ouais. revenir. Oui, Ils avaient c'est pris ça. 19 points, 88-69. Et le Monténégro qui est troisième de la poule, et juste devant la Bosnie, justement. Donc, tu as la bagarre là pour se qualifier. Donc, forcément, ça ne pouvait pas. Ça a appelé une réaction des Bosniens aussi. Messieurs, l'équipe de France est-elle la meilleure équipe défensive de l'Eurobasket à venir? Non. Oui. Oui, sur le papier. Je ne sais pas. Et je ne le saurais pas avant que le tournoi démarre. Mmh. Vince t'a dit non directement. Dis-nous. Bah, non, parce que je pense que je pense qu'on n'a pas de collectif. Donc oui, sur le papier, pour rejoindre ce que dit Ben, mais concrètement, là, notre équipe, elle est pas en ordre de marche. Donc, quand tu n'as pas de collectif et que tu raisonnes, tu te reposes sur une somme d'individualité, ça ne peut pas fonctionner. Surtout si on a Hurtel en pointe défensive, quoi. Sans De toute façon, porteur de balle, c'est pas possible. on l'a vu pardon, sur le dernier échec de l'équipe de France. Le dernier échec de l'équipe de France, c'est 2017. C'est une équipe qui n'avait qu'une passion, attaquer, et qui ne défendait pas. Et la punition, elle a été claire et nette. L'Allemagne a dit au revoir en huitième. Donc, à partir du moment où on va défendre ensemble fort sur 40 minutes, on va retrouver, je pense aussi peut-être, ce lien-là. Quand on a défendu contre la République tchèque, bon, qui a baissé un peu de tempo aussi, on a vu des contre-attaques. Enfin voilà, ça a été expéditif. Donc Mmh. on sait, et Vincent Collet l'a répété déjà maintes et maintes fois cet été, l'équipe de France, elle a qu'une identité, c'est se foutre le cul par terre en défense. Donc, Mais depuis 2017, il y a eu les JO où c'était une vraie force, quoi. oui, tu as vu la Coupe du Monde aussi. Ouais. On passe malheureusement un peu au travers en demi, mais le reste du tournoi, voilà, on est là pour défendre, et dans la grinta, dans le combat, on y est. Les JO, pareil. Voilà, c'est l'équipe de France, c'est ça. Depuis des années, c'est l'équipe de France version Collet. Il insiste sur ça tous les étés. Il n'y a pas de raison que cet été soit différent. Maintenant, ouais, il faut défendre ensemble, et on l'a vu que par séquence. Sur cette Ouais. prépa, bah, toujours le même problème, la constance, quoi. Mais ça Et peut nous être n'avons pas encourageant de Nico voir ça par Batum. séquence. Ben, tu disais oui plutôt, toi. Moi, je disais oui, effectivement. Bah, je pensais forcément à Rudy Gobert et à ses trophées de 3 fois meilleur défenseur de l'année en NBA. Donc, au niveau de la Ouais. raquette, entre Rudy Gobert et Mustapha Fall, on a vraiment ce qu'il faut, même Yabusele. Sur le secteur extérieur, un peu moins, même si on a quand même des joueurs qui vont au mastic. Malheureusement, on n'a pas Nico Batum. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Au-delà d'être un glue guy et d'être le capitaine de l'équipe, il défend extrêmement bien. Je pense que Klemen Prepelic
s'en rappelle encore, et malheureusement, TLC, on en revient encore à lui, mais il n'a pas encore montré, il a pas montré en ses flashs qu'il a montré l'année dernière à la coupe du monde, ce qui obligera peut-être Vincent Collet à intégrer peut-être, Terry Tarpey dans le 5, pour compenser également les largesses défensives du backcourt, Thomas Hurtel, en premier lieu, à voir. Mais en même temps, si Vincent Collet veut, placer Andro Albissi au poste de meneur pour, essayer d'impulser vraiment du rythme défensif au début. Heu, Albissi et Tarpey, dans un 5, tu prends un coup vraiment sur, ton animation offensive. Donc, il va falloir trouver un équilibre et de la complémentarité, et je pense qu'on n'y est pas encore. Mais sur le papier, défensivement, peut-être la Grèce avec effectivement, Yanis le freak, mais, Mmh. je vois pas, enfin, je mettrais pas forcément d'autres équipes, meilleures que nous, défensivement. Moi, je pense que c'est sur vraiment la ligne arrière où on a encore vraiment des faiblesses. Andrew devrait être une force justement dans ce système défensif sur la montée de balle, mais le problème c'est que il n'a pas de canne et on a vraiment besoin de ça, hein, vraiment de pouvoir ralentir la montée de balle, étouffer vraiment l'adversaire, parce que ça commence à partir de là, et le forcer à jouer plus de 16 secondes pour poser un système. Et voilà, et enfin voilà, moi je suis vraiment sceptique parce que Andrew, il n'a pas les cannes. Alors Tarpey, oui, mais ça veut dire on met Tarpey sur porteur de balle ou sur l'arrière scoreur. Et limite, il peut faire des boîtes. Mais, euh, mais voilà, Okobo peut défendre. Fournier peut défendre aussi. Donc, peuvent être bons. Mais si on reste sur le schéma, sur le 5 de départ actuel, c'est pas possible. Et je rejoins un peu Ben sur mettre Okobo à la main, Fournier en poste 2 et Tarpey en poste 3. Là, je pense que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, mais on l'a pas vu. On n'a pas vu ce 5-là. Donc on est sceptique, Ouais. on ne sait pas. Tarpey peut être le joueur effectivement qui va défendre sur le meilleur scoreur adverse, sur les lignes arrière. Ah, mais l'étouffer, clairement. Il peut étouffer n'importe qui, hein. Fred, tu parlais de la défense collective et de flash intéressants à ce niveau-là. Je trouve que sur les rotations défensives, c'était une question d'envie à certains moments contre la République tchèque. Il y avait vraiment des oublis, des backdoors qui étaient assez horribles, ligne de fond, des choses comme ça. Et dès que ça se mettait un peu à défendre collectivement, on peut quand même, euh, vous parliez des individualités défensives, on peut collectivement faire une vraie force. Et avec Rudy Gobert qui attend sous le cercle, on peut quand même être une super équipe défensive. Ah, mais on peut. Ouais. Maintenant, Sur une grande compétition, sur l'Euro, est-ce que les joueurs vont pas avoir envie de, tu vois, de se mettre le cul par terre comme tu disais, tu vois, est-ce que ça va pas fonctionner? Moi, je pense que moi, je suis non, mais assez optimiste sur ce point-là, quoi. je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, le puzzle dont on n'a pas encore trouvé la Ouais. bonne pièce qui va dans le bon truc. Et en plus, les deux retours quand même de Fall et d'Albici, Ouais. bah, ça fait que tu pars avec cette incertitude-là. Donc, Mm. France-Allemagne va déjà nous donner quand même pas mal d'indications, je pense. Parce que tu vas te retrouver dans une salle qui va te proposer la même adversité que celle en Bosnie, avec un niveau sonore qui, je pense, va être un peu supérieur, légèrement. Donc tu vas te retrouver tout de suite dans, si tu n'es pas dans le combat, tu vas te faire claquer. Donc ça aussi, ça, je pense, c'est pas une bonne idée, mais c'est peut-être bien de commencer directement par l'Allemagne aussi, pour que tout le monde se mette directement Mhm. à, voilà, c'est l'Eurobasket. Si on défend pas pendant 5 minutes, salut, hein, terminé. Puis c'est pas exclu que ça soit moche, mais qu'on arrive à des résultats match après match dans la difficulté et que au final on arrive à construire un collectif comme ça, à faire naître une équipe et à continuer le chemin et à avancer. Mais Ouais, honnêtement là Justement, aujourd'hui, justement, mais après moi je ne vois pas plus loin que les quarts de finale pour l'instant. oh, et bien passons au pronostic. Toi, tu nous dis, on s'arrête en quart. C'est compliqué parce que c'est long, hein, c'est long en Eurobasket, hein. Ouais. Mais là, dans l'état actuel des choses, si on réussit pas à créer un collectif, oui, on sort en quart de finale. Ok. Après, tout dépend combien on finit. Je te dis comment on se classe.
Mais si tu tombes contre la Serbie, contre la Grèce et que tu es mal classé sur les deux premières phases, oui, on risque de sortir en quart. Ben, ton pronostic? Je nous mets quand même parmi les, je dirais pas outsiders, hein, quand même parmi les favoris. Maintenant, on a une poule très compliquée et c'est quand même très dur d'engager un pronostic, effectivement, parce que je pense que tout peut dépendre du classement à l'issue de la phase de groupe. Mais je vais dire quand même qu'on se qualifiera au moins pour les demi-finales. Ok. Fred, on va gagner l'Euro ou pas? La Slovénie va faire le doublé. Uhum. Et après, pour la France, je te dirais que si tu vas en quart, tu n'as pas raté ta compétition. Si tu vas en demi, tu l'as réussi. Et après, ça dépendrait voilà, de la tête du quart de finale. Si jamais tu es éliminé en quart, comment tu perds. Mais voilà. Mais oui, objectif médaille, parce que de toute façon, tu es troisième à la Coupe du Monde, tu es vice-champion d'Europe, donc vice-champion olympique. Donc oui, objectif médaille. Objectif réaliste, déjà atteindre les demi, ce serait un énorme, pas un exploit, mais ce serait une belle performance quand il te manque quand même 2 joueurs du 5 majeur et 2 joueurs qui sont aussi essentiels que Batum et De Colo. Ah, mais après, c'est un peu la soupe à la grimace après le match contre la Bosnie. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas Oui, il y a ça aussi. optimiste. Bon, en plus, toi, Frédéric, tu as regardé le match sur France Télévisions avec Jean-Philippe Guillain et Richard Dacoury. Donc, voilà, j'espère que tu as une ordonnance pour augmenter ta dose de Prozac. L'optimisme Makiki. Exactement. Voilà. Y a de Non, quoi, mais hein. la poule est tellement dense déjà qu'en fait, voilà, c'est le b.a.-ba de la réponse du sportif. Mais ouais, match après match, ça ne s'est jamais aussi bien justifié. Il faut vraiment voilà. D'abord, c'est la poule. Il faut gagner le maximum en poule pour se ménager le tableau un peu derrière, évidemment, comme d'habitude. Mais d'abord sortir de la poule. Et après, on verra le tableau et on aura le temps de se dire ah oui, mais en quart de finale, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça, blabla. Ouais, la poule, d'abord. Là, C'est c'est peut-être les vraiment. matchs de poule qui vont nous permettre de gagner en constance, justement, parce que bon, on a fait quand même des passages brillants contre la République tchèque, contre l'Italie, même contre la Bosnie quand on remonte. Mais on est dans la réaction et voilà, et c'est une somme d'individualité qui se regarde et qui essaye de chercher la réaction de l'autre et d'essayer. Il y a un manque de cohésion. Donc peut-être que c'est dans la difficulté, c'est dans l'adversité, justement face à l'Allemagne, qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Je serais un peu moins dur que toi sur les individualités qui se regardent. Mais oui, faut trouver le petit truc en plus qui a fait que sur les dernières compètes, tu tapes les États-Unis au mondial, au JO, tu sors la Slovénie dans un match d'anthologie. Voilà, aujourd'hui, on n'est évidemment pas à ce niveau-là. C'est évident. Après, tu as cette phase de poule pendant 6 jours pour voir aussi ce que les autres ont dans le ventre et sur cet euro qui va être génial. Je pense qu'on va vivre un Euro de qualité et bien sûr qu'on va le gagner, cet Euro. C'est à suivre sur Canal+ Sport 360. C'est du 1er au 18 septembre. Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir. Et merci à vous trois, les gars. Avec plaisir. À Merci bientôt. beaucoup. On se retrouve au prochain épisode de Ficelle. Je pense que ce sera pour parler des reprises des saisons européennes de basket, notamment en France. À la prochaine. Salut! Ciao.